Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique. Bonsoir Mathieu Boccoté. Bonsoir. Essayiste, chroniqueur. Et bonsoir à vous Arthur Delaporte. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député PS du Calvados. Avant de parler de ce grand débat voulu par le Premier ministre sur l'identité nationale, le nom de Richard Ferrand pour le Conseil constitutionnel, pouce levé, pouce baissé? Plutôt pouce baissé. Alors on en parlera avec mes collègues au groupe socialiste demain, mais moi je suis assez choqué en fait qu'on puisse penser qu'il suffit d'avoir été président de l'Assemblée nationale pour pouvoir prétendre au Conseil constitutionnel. C'est bien, hein, c'est une haute fonction, mais ça reste une fonction de représentation politique. Et je crois qu'il y avait, et ça a été dicté par Laurent Fabius, lui-même ancien président de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas fait que ça. Il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre, il a été aussi, dans sa carrière antérieure, haut fonctionnaire. Il avait une bonne connaissance du droit administratif. Quand il était parlementaire, il rédigeait lui-même les recours au Conseil constitutionnel. Donc on peut aussi reconnaître sa connaissance du fonctionnement de nos institutions. Mais je crois qu'il a dicté 3 critères. Il y a les critères d'indépendance, le critère de compétence, et je crois... Indépendance ? L'indépendance de Richard Ferrand quand il a été le principal zélateur du macronisme à l'Assemblée nationale et de la caporalisation du Parlement. Je suis pas sûr que ce soit le plus grand gage d'indépendance. C'est un fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, et je crois qu'aujourd'hui l'indépendance se mesure autrement que par la fidélité au président de la République. Sur la question de la compétence, moi je ne la connais pas assez, et c'est ça aussi qu'il devra démontrer. Mais voilà, ce que je sais, c'est que les anciens présidents de l'Assemblée nationale qui ont été nommés au Conseil constitutionnel avaient eux-mêmes un solide bagage en droit. Oui. Et ce qui vous dérange, Jean-Louis Debré avait été par exemple juge judiciaire, donc voilà. Ce qui vous dérange en tout cas, c'est cette proximité. La proximité avec le chef de l'État est troublante, et on sait que quand il était président de l'Assemblée nationale, et moi je m'en souviens, il a fait partie de ceux qui ont préféré enterrer les affaires plutôt que de participer de l'indépendance du Parlement. Arthur Delaporte, avant de donner aussi la parole à mes camarades qui sont là, qui vous écoutent, cette idée de vendredi, dans une émission de radio, d'identité, de grand débat sur l'identité nationale, lancé par François Bayrou, un peu au débeauté, et qui, j'allais dire, prolongeait l'idée de Gérald Darmanin de peut-être étendre l'idée du droit du sol à tout le territoire, alors que les députés ont durci l'accès à ce droit du sol à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, quand vous avez entendu cette idée, qu'est-ce que vous en avez pensé comme ça tout de suite? Déjà, j'ai pas très bien compris ce qu'il racontait. J'ai surtout compris qu'il était un peu embêté entre d'un côté un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice qui sont dans une fuite vers l'extrême droite et qui tentent en fait d'essayer de marcher sur les plates-bandes du RN en espérant essayer de récupérer un peu de part de marché électoral. Vous pensez que c'est que électoral? Vous pensez pas qu'ils essayent de faire du bien entre guillemets pour le pays? On en reparlera si vous voulez, mais en tout cas, il a clairement gêné par ces ministres qui le doublent sur sa droite et sa droite extrême, et de l'autre par d'autres ministres, Elisabeth Borne par exemple, qui siffle le holà en disant attention, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Moi, je parle au nom d'Elisabeth Borne de la gauche, je n'ai pas été ministre pour cela. Donc voilà, il est un peu écartelé, et donc c'est pour ça que de tout cela surgit une espèce de grand flou, un débat dont on a du mal à déterminer les contours. Mais il fallait être présent pour Olivier Faure. Ce que dit Olivier Faure, c'est que si ce débat existe, on ne le boycottera pas. On y participera en défendant une certaine idée de ce qu'est pour nous la France et de ce que doit être l'identité nationale. Pas quelque chose de rabougri, pas quelque chose de replié sur soi, mais quelque chose qui corresponde avec simplement la réalité de ce qu'est être français aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'être français, justement? Être français aujourd'hui, c'est être de s'en mêler d'une certaine manière. C'est ce que Gérard Noiriel disait dans le Creuset français. Mais attendez, être de s'en mêler, mais d'une manière générale, c'est-à-dire on peut ne pas être de s'en mêler ou... On peut ne pas être de s'en mêler, on peut être de tout. En fait, la France, ce n'est pas en fait un moule univoque, c'est un creuset, c'est un mélange, c'est une diversité, c'est quelque chose qui s'est enrichi au fil des temps. Et je dois dire que si on avait demandé aux Francs, parce qu'on dit souvent que ça remonte à Clovis, l'identité de la France, etc. Enfin, vous vous souvenez, c'est ce qu'on enseignait dans les livres d'histoire du 19e siècle. Si on avait demandé aux Francs leur passeport, ils auraient été un peu valaques, un peu vandales, un peu de toutes ces tribus qui se sont mélangées elles aussi
au 5e, 6e siècle, qu'on qualifiait à l'époque de barbares. Donc voilà, on est tous un peu les descendants des barbares. Et moi-même qui suis normand, suis-je pas un peu viking, peut-être, sur les bords? Et est-ce que je suis totalement français? Et qu'est-ce qu'être français? Bref, vous voyez, aujourd'hui, on est tous les héritiers, quelle que soit la vague d'immigration, d'un peu d'extérieur. Philippe Guibert. Oui, mais ce qui me frappe dans votre réponse, monsieur le député, c'est en quoi être sans mêler, ça définit une identité française. Ah bah, je peux aller au-delà si vous voulez. Ouais, c'est parce que non, mais identité française. Quand vous dites sans mêler, il y a plein d'Américains qui sont sans mêler, et puis en Europe, on trouvera des pays où il y a plein de sans mêler. D'être de sans mêler, d'abord, ça concerne pas tout le monde au même degré, et puis d'autre part, ça ne définit pas une identité française. Non, mais là, moi, Attendez, laissez terminer Philippe Guibert. Il y a une histoire républicaine de la France, par exemple, auquel la gauche était à une époque attachée et qui racontait pas exactement ça. Ce qui est pas hostile au fait d'avoir. Qu'est-ce qu'elle racontait de différent de ce que je viens de dire? La France, c'est une adhésion à un passé, à un avenir, à un projet fondé sur des valeurs. Exactement. C'est une citoyenneté qui est pas ethnique. C'est ça qui me surprend le plus. Toute la conception française de la nationalité, elle est fondée sur de l'adhésion. Elle est pas fondée sur de l'ethnicité. Je vais vous répondre. Et vous avez raison. Vous avez totalement raison, parce que si on reprend aujourd'hui la manière dont s'est construite la France, c'est juste que je voulais dire ça parce que aujourd'hui on a tendance à penser que quand on est dans un débat sur le droit du sol, seul compte l'antériorité de la présence sur le territoire, et qu'aujourd'hui en fait on est tous présents à des degrés divers de gens qui ont un jour immigré sur le territoire. Mais pour vous dire ce qui fait aujourd'hui l'actualité de ce que c'est qu'être français, c'est pas tant ses origines justement. C'est ce que nous portons, ce que nous projetons et le système de valeurs que nous défendons. Et aujourd'hui, en effet, si on se place dans une perspective à la Renan, à la fin du 19e siècle, sur qu'est-ce qu'une nation. C'est le fait de consentir à chaque fois à participer à un projet, à un destin commun. Mais ce destin commun, c'est justement quelque chose qui doit nous réunir. Et qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Et ce que nous défendons, ce que disait Olivier Faure ce matin d'ailleurs, c'est le fait de participer à un projet d'une république sociale, d'une république intégratrice, d'une république qui donne à chacune et chacun les moyens de son émancipation, mais aussi les moyens de sa subsistance, et qui ne participe pas à la reproduction des inégalités, mais qui cherche à les corriger. C'est une politique tout à fait respectable. C'est le projet de la République sociale qui date du Conseil national de la résistance, de la Constitution de 1946, qui est, je le rappelle, dans le préambule de la Constitution de 1958. La France est une république sociale. Mathieu Bocoté. Alors, permettez-moi une question, parce qu'une nation, c'est aussi accessoirement des traits de culture. Une nation, c'est une morphologie historique, une morphologie identitaire. Posons la question très concrètement. Si, au terme, pas demain, pas après-demain, mais si au terme du siècle, en 2100, 2125, la France était majoritairement musulmane, est-ce que la France sera encore la France? Vous savez, la France, c'est d'abord une république laïque. C'est pas ma question, mais moi je vous pose cette question-là. Je vous réponds parce que... Si culturellement la France changeait à ce point qu'elle devenait majoritairement musulmane, est-ce qu'elle sera encore la France, aussi républicaine soit-elle? La France républicaine et laïque est aujourd'hui une France qui ne distingue pas selon les religions et qui reconnaît aussi le droit de ne pas croire. Et donc moi je considère aujourd'hui, et d'ailleurs si on se dit, parce que vous dites dans 2100... Non, moi je vous donne le temps, je dis pas que c'est comme ça aujourd'hui. En fait vous dites, enfin ce qu'il y a derrière, ce que vous racontez, c'est l'idée du grand remplacement. Vous commencez à jouer au psychologue, ça y est. Non, moi vous faites de l'emprise dans le cerveau de Mathieu Bocoté. Je parle comme François Bayrou de submersion. En 2100, voilà, donc du coup, mais bon, exactement, c'est ça qu'il y a derrière, c'est l'idée de la submersion et de la submersion. Plutôt que de jouer extrême droitisé, répondez. Une France majoritairement musulmane, est-ce que c'est une France... Non, mais je parlais de François Bayrou. Est-ce qu'une France majoritairement musulmane est encore la France? C'est une question assez simple, franchement, parce que vous noterez que quand un pays change de religion, il change de culture, il change d'identité. Oui, mais en fait, là, vous faites de la fiction. Non, je fais la politique, je crois, c'est le temps. La politique, c'est pas d'agiter des fantasmes, c'est pas de faire... Mais bien sûr que c'est un fantasme. C'est une impossibilité démographique. Franchement, bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes en train d'agiter l'idée d'une islamisation, par ailleurs menaçante, de la France, comme l'idée de quelque chose qui ne serait pas, entre guillemets, souhaitable et auquel il faudrait s'opposer. Mais il n'y a pas de présence croissante de l'islam en France aujourd'hui? Mais bien sûr qu'aujourd'hui, l'islam progresse, mais l'islam ne progresse pas de manière à devenir non seulement une religion qui serait majoritaire, et par ailleurs, l'islam ne progresse pas de manière, démographiquement j'entends, à être une menace pour notre culture. Voilà, moi je vous propose de venir à Hérouville-Saint-Clair, par exemple dans ma circonscription, où vous avez aujourd'hui peut-être, je parle de ma circonscription, la plus forte proportion de personnes ayant une culture, on va dire, musulmane, et pour autant, est-ce que ces personnes-là
qui sont présentes sont une menace pour la coexistence. Donc concrètement, ce serait pas un problème. Et donc pour moi, ça ne serait non seulement pas un problème, mais deuxièmement, ce que vous dites là est simplement un fantasme que vous alimentez parce qu'il n'y aura pas, ce n'est pas démographiquement possible que la France soit à majorité musulmane. Enfin, ce que vous voulez. Ça, si je peux faire, vos projections démographiques sont assez approximatives. En fait, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Je raconte pas ce que je veux. Mais si, vous racontez ce que vous voulez. Ça s'appelle de la fiction. D'accord. On appelle ça la politique à long terme. Non, ça s'appelle de la fiction. D'accord. Donc voilà. Et si vous aviez demandé. Donc De Gaulle, lorsqu'il redoutait que la France devienne colomber les deux mosquées, De Gaulle faisait de la fiction. Si vous aviez demandé aux catholiques, à la France majoritairement catholique, de la première moitié du XXe siècle, si la France serait toujours la France au tournant du XXIe siècle, alors qu'elle est aujourd'hui majoritairement non religieuse. C'est ça aujourd'hui, si on regarde le système de croyance. Est-ce qu'on aurait dit aux catholiques du début du XXe siècle que la France catholique éternelle ne serait plus et que ça serait une menace? Ils vous auraient sans doute répondu oui. Mais sauf qu'aujourd'hui, la France n'est-elle plus la France? Je considère que aujourd'hui, le pays a évolué, mais nous sommes toujours une république sociale et laïque qui cherche à garantir l'égalité entre ses citoyens, qui sont par ailleurs les valeurs de la Révolution française. Je cite Olivier Faure qui dit alors quand il dit ils, ce sont Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Ils ont cette idée qu'il faudrait revenir à des sources fantasmées de ce qu'aurait été la France, un âge d'or mythique. Olivier Faure qui dénonce cette espèce de rengaine sur une France qui serait blanche et catholique. Alors juste deux choses. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un âge d'or dans l'histoire de France et d'en être fier? Et lequel? C'est quoi l'âge d'or? Non, mais je sais pas, celui que vous voulez. Est-ce qu'on a le droit de se vanter? Pour certains, c'est la Révolution, pour certains, c'est Napoléon, pour d'autres, c'est les différentes monarchies, pour d'autres, c'est François Ier, pour d'autres, c'est encore, je sais pas, des dynasties des Carolingiens. Pour d'autres, c'est encore les Valois. J'en sais rien. Je fais de la politique et je n'ai pas les yeux rivés sur le passé, mais sur ce qui advient demain. Et pour moi, l'âge d'or est à venir. Donc le passé ne compte pas? Pas du tout, je suis historien. Je pense qu'on doit toujours s'inspirer du passé pour comprendre le présent, et c'est pas pour autant que le passé doit être idéalisé ou mythifié. Et ce que dit Olivier Faure... c'est pas pour autant que le passé doit être effacé. Oui, mais quand on regarde ce que c'est que l'âge d'or, et même si on remonte par exemple au quel âge d'or parle-t-il? Au mythe de l'âge d'or, par exemple, chez Ovide, etc., vous retrouverez toujours l'idée que c'était mieux avant. Et que si on regarde, je sais pas moi, Napoléon, prenons l'âge d'or à l'époque napoléonienne. Est-ce que c'est les grandes conquêtes? Oui, peut-être, mais est-ce que c'est les millions de morts? Est-ce que c'est les grandes famines? Est-ce que c'est l'appauvrissement de la France ou la mise sous tutelle des monarchies européennes? Parce que c'est ça la conséquence des guerres napoléoniennes. Si on prend, je sais pas moi, la période, le temps béni des colonies, comme on dirait. Est-ce que c'est non mais c'est aussi un âge d'or pour certains. Voilà, c'est aussi des formes d'exploitation, d'esclavage, de brutalité atroces. Donc voilà, je n'ai pas pour moi de nostalgie de l'âge d'or, parce que je considère que chaque époque a eu ses vertus, mais aussi ces formes obscures, et que aujourd'hui, si nous devons nous définir sur la recherche d'un projet politique, ça ne peut pas être sur le retour à une prétendue époque fabuleuse et mythifiée, c'est-à-dire tout n'est pas à jeter entre guillemets. Mais rien n'est à jeter dans rien. Moi, je pense que aujourd'hui, nous devons avoir une certaine idée de ce qu'a été notre passé et ce qu'a été notre histoire, de ses apports, de ce qui nous a forgé collectivement comme pays, comme nation, et pour autant, c'est ça. L'idée, ce n'est pas... On n'efface pas 15 siècles d'histoire de France. Ce n'est pas d'effacer, parce que de toute façon, c'est ce qui a produit aujourd'hui ce que nous sommes. Donc, l'idée de l'effacement n'a aucun sens, mais par contre, l'idée de la mythification, ce à quoi participe l'âge d'or, est aussi absurde. L'idée de l'effacement n'a aucun sens. C'est ce que je viens de vous dire. Non, c'est une question. Parce que je suis étonné. Parce que vous n'avez pas l'impression, par exemple, en Grande-Bretagne aujourd'hui, quand on voit de grandes manifestations islamistes comme on les voit à Londres, à Bruxelles, c'est juste à côté. Quand on voit l'islamisation de la ville, je me permets d'insister, pour vous, c'est pas un effacement du pays d'accueil au profit d'une culture nouvelle que certains diraient conquérante? En fait, moi, quand je dis l'effacement, c'est l'idée de dire que les choses n'ont pas existé. Et aujourd'hui, en fait, il faut savoir regarder l'histoire avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Et si aujourd'hui on est dans une situation où le pays est si conflictualisé, c'est aussi parce que tout le monde, et en particulier aujourd'hui les forces xénophobes, cherchent à instrumentaliser un certain usage de l'histoire comme un outil de combat politique réactionnaire.
Vous reconnaissez quand même qu'il y a un trouble identitaire, il y a une insécurité identitaire dans ce pays. On ne peut pas le nier. Toutes les enquêtes depuis 15 ans le montrent, sondage après sondage. Et ce sentiment, alors certains ont appelé ça l'insécurité culturelle ou insécurité identitaire, mais on ne peut pas faire abstraction de ça. Comment vous voulez, vous, Parti Socialiste, vous adresser aux Français pour répondre à cette angoisse identitaire? Parce que dans ce que vous dites, je vois que à la fois des valeurs très éthérées, République sociale, et puis Français de s'en mêler. Et je vois pas en quoi la République sociale elle est confrontée aux enjeux de la mondialisation. Le Français de s'en mêler, c'est aussi un phénomène de la mondialisation. Comment vous rassurez les Français? Arthur Delaporte. Mais on rassure les Français en arrêtant en fait d'agiter comme des chiffons rouges justement le spectre. Vous croyez pas que c'est dans leur esprit aussi, de il y a la pas simplement dissolution. Mais je ne dis pas que ce n'est pas présent dans l'esprit. Je dis juste que notre rôle en tant que politique, c'est déjà de porter un projet fédérateur et rassembleur et non qui mise sur la division pour prospérer. Et que si on est à dire aujourd'hui que la République est en train de se dissoudre face à des nouveaux venus, c'est qu'on n'a rien compris à l'histoire de France. Mais vous savez, ça existe, comment on combat les intégristes? Par un projet intégrateur. Et mon projet, celui que vous évoquez comme éthéré, celui de la République sociale, c'est celui qui vise à donner à chacune et chacun les moyens de son existence, mais parce que derrière, ça génère aussi de la reconnaissance en la République. Mais c'est aussi en ayant évidemment une lutte pour l'émancipation, mais au sens de l'émancipation intellectuelle. Et quand empêcher les intégristes d'entrer, ça pourrait être une bonne idée aussi. Ça veut dire quoi, empêcher les intégristes d'entrer? Ça veut dire que si on est devant des mosquées radicales, si on est devant des gens qui prêchent pour la normalisation du voile en toutes circonstances, on considère qu'ils sont difficilement compatibles avec l'esprit français. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a une action de lutte contre les mosquées radicales qui prêchent la haine. Donc voilà, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est dans ce que porte l'État, c'est-à-dire un État qui est fort et qui n'est pas affaibli par l'étranger, qui est au contraire renforcé dans son existence. Vous parlez de la même chose, j'ai l'impression. 20h29, Arthur Delaporte a été avec nous sur Europe 1. À tout de suite dans Europe 1 Soir.